J'espère que tout roule pour vous et que la forme est au rendez-vous. Ce qu'il s'est passé dimanche dernier au sommet de la DGSI, c'est loin d'être anodin. La Direction générale de la sécurité intérieure, autrement dit le cerveau central du renseignement algérien, la tour de contrôle, j'espère que tout roule pour vous et que la forme est au rendez-vous. Ce qu'il s'est passé dimanche dernier au sommet de la DGSI, c'est loin d'être anodin. La Direction générale de la sécurité intérieure, autrement dit le cerveau central du renseignement algérien, la tour de contrôle, la pièce maîtresse du puzzle sécuritaire, a vu l'arrivée d'un nouveau visage, un directeur adjoint. Oui, vous avez bien entendu. Un second homme vient désormais épauler le très discret, mais ô combien célèbre général Hassan intronisé à la tête de cette institution ultra-stratégique depuis le 22 mai 2025. L'info aurait pu passer inaperçue, sauf qu'elle a déclenché un torrent de bruit de couloir de suppositions, en tout genre, et un raz-de-marée de rumeurs. Et quand le silence entoure ce genre de nomination, c'est souvent qu'il se trame quelque chose. À peine la nomination du nouvel adjoint, annonçait que, dès la fin de la semaine dernière, la machine à rumeurs s'est emballée à toute vitesse. Les chuchotements affirmaient que le général Hassan, ou plutôt Abdelkader Arabi pour les intimes, serait sur le point d'être éjecté du fauteuil de la DGSI. Limogeage imminent, départ planifié, mise à la retraite déguisée. Selon ces rumeurs persistantes, la désignation du bras droit ne serait qu'une étape vers la sortie. Certains vont même jusqu'à souffler que la lettre de démission serait déjà prête, soigneusement rédigée et remise par l'intéressé lui-même. Et ce n'est pas fini. Ces bruits de couloir ont proliféré à une vitesse vertigineuse. Des sources en cascade nous ont inondés chacun, jurant détenir la version authentique. On a eu droit à un véritable festival de récits contradictoires, chacun plus catégorique que le précédent. Honnêtement, ce genre de chaos médiatique ne nous surprend plus vraiment. On s'y fait. À force, ça devient presque un décor familier. Autrement dit, on navigue en pleine zone grise. Rien n'est confirmé, tout se contredit. À chaque tentative de recouper les infos, c'est un mur de versions divergentes qui se dresse. Plus l'événement est entouré de silence, plus l'État algérien s'efforce de le maintenir dans l'ombre, et plus le brouillard s'épaissit. Dans ces moments-là, les canaux proches du pouvoir se mettent étrangement à s'agiter. Ils balancent une avalanche de récits flous, d'hypothèses farfelues et de versions qui se neutralisent entre elles. Le but, simple, semer la confusion, égarer les curieux, brouiller les pistes et surtout éviter que quelqu'un ne mette la main sur le fond réel de l'histoire. La stratégie est rôder, noyer le poisson sous une marée d'absurdités. Avec le temps, une seule version a fini par émerger du chaos, celle qui semble tenir la route. Et entre nous, vous avez été nombreux à me bombarder de questions par mail via des applis cryptées dans l'anonymat le plus total. Est-ce que le général Hassan a claqué la porte? Est-ce qu'il prépare sa sortie? Eh bien, après avoir creusé, recoupé, vérifié jusqu'au moindre détail, on peut le dire sans l'ombre d'un doute, non, le général Hassan n'a pas quitté le navire. Il reste solidement aux commandes de la DGSI. Depuis le 24 mai 2025, date de son installation officielle par Chengriha en personne, le grand Manitou de l'armée, rien n'a bougé. Désigné le 22 mai pour succéder à Nasser Djoun, il a été intronisé en grande pompe 2 jours plus tard. Et depuis, silence radio du côté des décisions, aucune démission, aucun départ, aucun remplacement. Hassan est toujours là, fidèle au poste. Point final. Alors que s'est-il réellement passé ce fameux dimanche? Pour recontextualiser, on était le 7 décembre, une date comme une autre, en apparence. Mais ce jour-là, sans fanfare ni communiqué officiel tonitruant un certain général-major, retenez bien ce nom, Mounir Zahi, a été discrètement placé au poste de numéro 2 de la DGSI. Oui, vous avez bien entendu, nouveau directeur adjoint installé dans l'ombre presque sur la pointe des pieds. Et là, accrochez-vous, cet homme, c'est l'énigme incarnée. Aucune présence médiatique, pas la moindre réputation qui dépasse les murs du ministère. Un inconnu du grand public, un nom que personne n'attendait. Son parcours, rien de flamboyant. Son lien avec le renseignement, pratiquement inexistant. Bref, l'armée vient de sortir de son chapeau un profil aussi silencieux que confidentiel pour seconder l'un des hommes les plus secrets du pays.
C'est à la toute fin de 2023 que le nom de Mounir Zahi a commencé à circuler timidement. C'était à Washington lors de quelques rencontres discrètes avec les hauts gradés de l'armée américaine. Jusque-là inconnu du grand public, le général-major Zahi sortait de l'ombre en tant qu'officier supérieur de l'armée nationale populaire, dépendant directement du ministère de la Défense nationale. Et d'après certaines sources bien placées, c'est Saïd Chengria lui-même qui aurait soufflé son nom pour occuper le rôle de bras droit du général Hassan, avec pour mission de l'épauler dans la gestion des affaires internes, sensibles de la DGSI. Cela dit, ne comptez pas sur une biographie détaillée pour retracer son parcours. C'est le flou artistique. La seule chose que l'on peut affirmer, c'est qu'il évolue dans la sphère des affaires de coopération internationale, un service niché au sein du ministère de la Défense. Son profil tout sauf exposé, tout sauf transparent. C'est précisément dans le cadre de ses fonctions qu'en décembre 2023, Mounir Zahi s'est retrouvé à la tête de la délégation militaire algérienne lors d'un événement diplomatique d'envergure, le dialogue militaire conjoint entre l'Algérie et les États-Unis. L'édition, la 11e du genre, s'est tenue à Washington du 4 au 6 décembre. Et devinez quoi? Il a même coprésidé la rencontre aux côtés de Jennifer Zakrzewski, secrétaire adjointe à la défense américaine, chargée des affaires africaines. Pas mal pour quelqu'un qui, quelques mois plus tôt, évoluait encore dans l'ombre. Aujourd'hui encore, Zahi continue d'opérer au sein du département de coopération internationale, directement intégré au ministère de la Défense nationale. Depuis la fin 2023 jusqu'à toute l'année 2024, il est devenu l'un des interlocuteurs privilégiés du Pentagone, que ce soit pour du dialogue stratégique, des réunions bilatérales ou des projets de partenariat sécuritaire. C'est souvent lui qui représente Alger face à Washington. Et dans ce ballet feutré de diplomatie militaire, il joue visiblement une partition de plus en plus centrale. Et ce fameux sommet de décembre 2023 n'était clairement pas un coup isolé dans l'agenda de Mounir Zahi, non loin de là. Quelques semaines plus tard, en février 2024, le général-major s'est à nouveau illustré en coprésidant une autre rencontre de haut niveau entre Alger et Washington. Cette fois-ci, le thème était plus brûlant, la lutte contre le financement du terrorisme. Rien que ça. Autour de la table du beau monde, l'ambassadrice des États-Unis en Algérie à l'époque, Elisabeth Moore-Aubin, était de la partie, tout comme Mohamed Regaz, alors secrétaire général du ministère algérien de la Justice. Et bien sûr, côté algérien défense, c'est Mounir Zahi qui portait la voix officielle du ministère. À ses côtés, fidèle au poste, Jennifer Zakrzewski, l'éternelle interlocutrice américaine sur les affaires africaines. Une fois encore, Zahi se retrouvait au cœur du dispositif diplomatique sécuritaire sur un sujet hautement stratégique. Dès qu'il est question de coopération militaire avec les États-Unis, que ce soit une réunion technique ou un sommet stratégique, vous pouvez être sûr d'une chose, le général Mounir Zahi est dans la pièce. Qu'il représente officiellement le ministère de la Défense nationale, qu'il assiste aux échanges, ou qu'il en assure la coprésidence, il est devenu un visage quasi incontournable dans toutes les démarches algéro-américaines. Mais avant d'endosser ce rôle de diplomate en uniforme, Mounir Zahi aurait, d'après les éléments solides que nous avons pu recouper malgré les tentatives d'intox, bâti sa carrière dans un tout autre domaine, la défense aérienne du territoire. Un service longtemps tenu d'une main ferme par le général Ammar Amrani, une figure de référence aujourd'hui partie à la retraite. C'est là, dans l'univers très technique des radars et des systèmes antimissiles, que Zahi aurait affûté son profil d'homme de l'ombre. De 2008 à 2021, c'est le général Ammar Amrani qui tenait fermement les rênes de la défense aérienne du territoire, un vétéran respecté maître absolu des radars et des batteries solaires. Et à ses côtés, devinez qui a fait ses armes pendant des années, Mounir Zahi. L'homme a longtemps travaillé dans l'ombre d'Amrani, gagnant progressivement ses galons en tant que fin connaisseur de la stratégie anti-aérienne. D'ailleurs, on le décrit souvent comme un expert non seulement en défense du ciel, mais aussi en matière de drones militaires, un domaine où la discrétion est reine, mais où l'expertise est cruciale. Puis, changement de décor, Mounir Zahi a délaissé les cieux pour les salons diplomatiques. Il a opéré un virage stratégique en s'orientant vers les affaires internationales, prenant en charge les dossiers de coopération au sein du ministère de la Défense. Sa nomination à la DGSI ne tombe pas du ciel,
Elle s'inscrit dans un contexte bien plus large de rapprochement militaire entre Alger et Washington. Une dynamique nouvelle où Zahi joue un rôle central. Durant l'année 2024, Mounir Zahi a tenu les manettes de l'un des volets les plus sensibles de la coopération bilatérale, la mise en œuvre d'un protocole portant sur les échanges liés à l'industrie militaire. Pas un déplacement, pas une mission, pas une délégation qu'elle vienne de Washington ou parte d'Alger sans que Zahi ne soit dans les parages. Il supervisait, coordonnait, validait. En clair, c'était lui le chef d'orchestre discret de l'opération séduction militaire entre l'Algérie et les États-Unis. Et même si entre novembre et décembre 2025, son nom ne figurait dans aucun communiqué officiel du ministère de la Défense nationale, il continuait de tirer les ficelles en coulisses. La preuve, il jouait encore un rôle actif dans les dynamiques internes de l'armée, notamment lors de la 13e session du Conseil des ministres de la Défense pour l'Afrique du Nord tenue à Alger le 27 novembre 2025. Zahi restait fidèle à son registre, gérer les ponts diplomatiques, préparer les échanges stratégiques, organiser les rencontres entre les représentants militaires algériens et leurs homologues américains, russes ou africains. L'homme de l'ombre par excellence, toujours au centre du jeu. Alors cette nomination, faut-il y voir un signe annonciateur du départ du général Hassan? C'est la question qui a alimenté les spéculations. Il faut dire que l'homme en question n'est plus tout jeune, il a dépassé les 75 ans et son état de santé n'est plus un secret pour personne. Discret jusqu'à l'extrême, il opère comme une silhouette qu'on devine sans jamais vraiment la voir. Un vrai fantôme des coulisses du pouvoir. D'ailleurs, avant lui, il y avait déjà un fantôme à la tête de la DGSI, le général Nasser J, surnommé ainsi pour son effacement. Mais croyez-le ou non, Hassan pousse encore plus loin l'art de l'invisibilité. Si Nasser, entre juin 2024 et mai 2025, avait réussi à se forger une aura médiatique, malgré sa réserve, son successeur lui a littéralement disparu des radars. Une présence aussi silencieuse qu'insaisissable. Bien avant de s'asseoir dans le fauteuil du patron de la DGSI, le général Nassar J faisait déjà parler de lui. On le croisait ici et là à la grande mosquée d'Alger lors des cérémonies d'apparat dans les réunions du ministère de la Défense, ou même pendant les tournées sur le terrain avec Abdid Willet. Il n'était jamais très loin d'un objectif ou d'un micro. Visage connu, silhouette familière, on ne pouvait pas le manquer. C'était un homme public assumé, visible, parfois même très visible. Il avait ses entrées, ses réseaux, ses discussions discrètes mais décisives. Dans l'ombre, il s'activait. Sur le devant de la scène, il s'affichait. Pas étonnant que des infos sur lui filtraient régulièrement dans les coulisses. Nassar n'était pas un spectateur, mais un acteur à part entière. Un acteur, disons-le franchement, très actif. Non, ce n'était pas qu'une question de génération. Certes, Nassar J avait moins de 60 ans, bien plus jeune que le général Hassan. Mais l'écart ne se mesurait pas seulement en années, c'est toute une vision des choses qui les opposait. Une façon d'exister, de se positionner. Là où Hassan choisit la discrétion extrême, Nassar lui avait une approche, disons, beaucoup plus visible. Car oui, Nassar aimait occuper le terrain politique, il ne s'en cachait pas. S'exposer, être vu apparaître dans les médias, c'était son style. Il transformait son bureau en mini-salon politique, recevait des figures de l'État, sollicitait régulièrement des rencontres avec Tebboune. Toujours connecté, toujours dans les réseaux du pouvoir. Dès qu'un ministre ou une haute personnalité l'appelait, il répondait présent. Il cultivait son image, maîtrisait son exposition. Bref, il ne se contentait pas d'observer la scène, il voulait clairement en être l'un des protagonistes. Le général Hassan, c'est tout un monde à part. Son style radicalement à l'opposé de celui de Nassar. On pourrait même dire qu'il suit à la lettre le manuel du général TF, vous savez, celui qui préfère le silence au projecteur. Impossible de croiser son ombre par hasard, encore moins d'obtenir un rendez-vous. Les audiences avec lui sont aussi rares qu'un jour sans secret dans les services. Prendre la parole en public, très peu pour lui. Chaque déplacement est soigneusement tenu confidentiel. Chaque mouvement, chaque mot est enveloppé d'un voile d'opacité. On est là clairement dans l'art pur de la dissimulation. La vieille école, l'école soviétique, l'école du KGB. Le général Hassan lui fuit l'exposition comme la peste, se montrer. Il déteste ça. S'afficher en public, hors de question.
pas de portrait officiel, pas de vidéo, pas même une image volée. Et quand il est obligé d'assister à un événement d'État uniquement sur ordre direct du président, il fait tout pour passer inaperçu. Presque aucune photo ne filtre. Son image, c'est l'absence d'image. Son style, c'est l'invisibilité stratégique, une discrétion extrême millimétrée assumée. Bref, du KGB pur jus, et forcément dans un climat aussi chaotique que celui que traverse actuellement l'Algérie, entre crises en série, tensions multiples et défis à l'appel, le contraste saute aux yeux. Car pendant que le régime de Tebboune orchestre une gouvernance digne d'un spectacle permanent avec caméra à tous les angles et micro à tous les étages, le général Hassan lui refuse de jouer ce jeu-là. Sous Tebboune, tout est mise en scène, conférence à répétition, interview calibrée, apparition soigneusement chorégraphiée. C'est le règne du show politique, disons-le sans détour, une présence omniprésente des dirigeants, un storytelling institutionnel qui déborde sur les réseaux sociaux et une pluie d'articles à la gloire des figures du régime. Bref, on nage dans un véritable exhibitionnisme politique. Mais Hassan, lui, ne colle pas au décor, il refuse les projecteurs, ignore les scripts et laisse le spectacle se dérouler sans lui. Et forcément, puisque le général Hassan refuse de jouer dans le grand théâtre médiatique mis en scène par le régime, les rumeurs n'ont pas tardé à fleurir. Dès qu'il disparaît des radars, ce qui avec lui est plutôt la norme que l'exception, certains crient au clash « Il est en froid avec le pouvoir, il est malade, il ne reviendra plus » ou encore « Il est sur le point d'être dégommé ». Des affirmations répétées en boucle, sans le moindre fondement, zéro preuve. Aucune indication sérieuse, rien. Pas même un micro-signe de tension entre lui et le président Tebboune. Et pour cause, un conflit entre Hassan et Tebboune. Ce scénario relève du fantasme pur. Il faut bien comprendre une chose, l'Algérie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de l'époque Zéroual ou Bouteflika. Les militaires ne dictent plus la ligne. Le pays désormais, c'est Tebboune aux commandes. Point final. Alors l'histoire du président marionnette manipulé par les services ou les généraux, il serait peut-être temps d'arrêter de la réciter comme une rengaine. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire-là, elle ne tient plus. Imaginez un face-à-face tendu entre le général Hassan et le président Tebboune. C'est complètement irréaliste. Pourquoi ? Parce qu'Hassan ne pourrait jamais se permettre de débarquer dans le bureau présidentiel pour lui dire « Monsieur le Président, cette décision-là, il faut la revoir ». Une telle audace lui vaudrait probablement un renvoi express dans la journée. Tebboune, c'est le pouvoir absolu concentré entre les mains d'un seul homme. Il consulte Hassan, oui. Il le respecte sans doute. Il l'écoute peut-être. Mais qu'on ne se méprenne pas, il n'accepte aucune contradiction. Et jamais au grand jamais, Hassan ne se risquerait à dire « Libérez tel prisonnier, écartez tel conseiller, corrigez votre cap ». Car Tebboune déteste qu'on vienne lui souffler ce qu'il doit faire. Ce n'est un secret pour personne, ni pour Hassan, ni pour Chengria, ni pour les autres cercles du pouvoir. Pourtant, malgré toutes les preuves, une partie des médias portés par des récits exotiques continue à vendre l'image d'un président télécommandé, prisonnier de l'armée ou des services. C'est une illusion totale. En Algérie, aujourd'hui, le seul à tenir la barre, c'est Tebboune. Point final. Aujourd'hui, parler d'une véritable influence des services secrets algériens, c'est presque une blague. Le fait est qu'il n'y a même plus de capitaine à bord. Depuis 2019, aucun coordinateur, aucun chef unique pour superviser l'ensemble. Chaque entité fonctionne en solo sans direction centralisée. La DGSI, elle a vu défiler pas moins de 5 ou 6 patrons en quelques années. La DDSE, même instabilité chronique. Et à côté de ça, il y a encore la DGRT, la DCS, le renseignement militaire rattaché à l'état-major, chacun dans son couloir, chacun dans son isolement. Résultat, une structure éclatée sans tête. Ce morcellement, cette désorganisation, c'est probablement l'une des périodes les plus ternes de l'histoire des services algériens depuis l'indépendance. Jamais ils n'ont été aussi fragmentés, aussi désunis, aussi affaiblis. Il n'existe plus aucune autorité centrale pour les coordonner, les unir ou simplement les orienter. C'est un bateau sans gouvernail où chaque rameur rame à sa façon et dans sa propre direction. Depuis la disparition de Gaïd Salah en 2020, un choix stratégique a été fait, ou plutôt un non-choix assumé, ne pas nommer de chef suprême des services de renseignement.
Pourquoi simple? Éviter d'avoir à partager le pouvoir avec une figure trop influente. Une méthode bien rodée qui consiste à laisser les structures en roue libre pour mieux garder le contrôle depuis le sommet. Mais aujourd'hui, une nouvelle hypothèse émerge. Elle circule discrètement et nous nous y intéressons de près pour en évaluer la crédibilité. Et il faut dire que, vu le contexte, cette thèse prend de plus en plus de poids. Les défis géopolitiques s'intensifient, les tensions régionales s'accumulent et à l'intérieur du pays, la situation sécuritaire et politique devient de plus en plus instable. L'Algérie est ceinturée par des foyers de conflits et ses frontières vibrent sous la pression des crises voisines. Résultat, l'idée d'un retour à une direction unifiée des services refait surface. Il semblerait que le régime commence à réaliser qu'il lui faudrait un véritable pilote, un coordinateur capable de gérer cette machine fragmentée et surtout de lui éviter de sombrer face aux tempêtes à venir. Depuis quelque temps, une rumeur prend de l'ampleur dans les couloirs feutrés du pouvoir. On raconte que le général Hassan pourrait bientôt être propulsé coordinateur suprême des services secrets algériens. Rien que ça. Et pour lui succéder à la tête de la DGSI, ce serait son adjoint, le général-major Mounir Zahi, qui enfilerait le costume de patron. Voilà la fameuse théorie du moment. Mais alors, est-ce qu'on doit vraiment y croire, honnêtement? Moi, pas une seconde. Je vous le dis franchement et je le répète sans détour, je n'adhère pas. Pour une raison simple, Hassan ne restera pas éternellement à la DGSI. Il finira soit par s'effacer, soit par claquer la porte de lui-même. Car sa manière d'exercer le pouvoir, sa vision de la gouvernance, sont à des années-lumière du modèle imposé par Tebboune. Deux univers qui ne se croisent jamais. Tebboune. Il ne fait même pas semblant. Ce qu'il veut, c'est le pouvoir, tout le pouvoir, sans exception. Pas question de le partager, sauf peut-être une infime portion accordée à Chengria, le chef d'état-major, histoire de verrouiller sa loyauté. Et pour le reste, circuler, il n'y a rien à distribuer. De toute façon, les services de renseignement ont été méthodiquement affaiblis depuis 2019. Alors pourquoi partager quoi que ce soit? Résultat, avec un système verrouillé et des contre-pouvoirs neutralisés, Tebboune s'est tranquillement offert un deuxième mandat. Et pour ça, il peut remercier un certain Nassar J. Car c'est lui qui, pendant un temps, a tenu la maison. Il a verrouillé le terrain, instauré une répression étouffante, muselé les libertés individuelles, empêché toute étincelle de contestation d'émerger. Grâce à lui, le système a tenu juste assez longtemps pour permettre à Tebboune de passer la ligne d'arrivée. Mais une fois ce cap franchi, la reconnaissance a pris la porte. Tebboune n'a pas hésité, il a mis Nassar sur la touche, tenté de l'envoyer derrière les barreaux déclenchant ce qu'on appelle désormais l'affaire Nassar du 18 septembre 2025, fuite fronde et scandale à la clé. Ce qu'il faut bien comprendre et dire sans détour, c'est que Tebboune n'a jamais eu besoin de désigner un grand Manitou à la tête des services. Pourquoi? Parce qu'il a déjà réussi à les dompter, à les dresser comme un vieux chien fidèle. Voilà la réalité nue, froide, incontestable. Fini l'époque où le DRS sous l'omnipotent général Toufik faisait trembler même les piliers du palais. À cette époque, Bouteflika devait négocier, s'incliner, parfois composer toujours. Aujourd'hui, plus rien de tout ça. Les services ne sont plus que des rouages parmi d'autres dans la grande machine sécuritaire au même titre que la police ou la gendarmerie. Ils rédigent des notes, ils remontent des rapports, ils pèsent parfois sur un dossier. Mais de là à orienter la ligne politique du pays, absolument pas. Quant à la direction des grandes décisions, ne rêvons pas, tout est verrouillé par le cercle restreint du président. Et croire qu'un général aussi décoré soit-il va venir bouleverser l'ordre établi, c'est s'accrocher à des légendes urbaines. Prenez le général Hassan malade, usé par le temps, il tente peut-être d'agir dans les limites de ses forces. On peut même reconnaître à sa décharge que depuis qu'il est là, la DGSI s'est faite plus discrète sur le front de la répression, moins active dans les arrestations d'opposants. Mais concrètement, aucun changement de fond. Rien de décisif, le général Hassan, rien. Strictement rien n'a été entrepris de sa part pour faire la lumière sur les affaires nauséabondes qui entourent Sam Amlaoui. Aucun mot, aucune enquête lancée, pas même un frisson de volonté, face au scandale qui pue la compromission. Quant à l'idée d'infléchir la politique menée par Tebboune ou de tirer le pays de l'impasse où il s'enlise,
Là encore, silence radio. Et ce n'est pas par lâcheté, c'est parce qu'il sait pertinemment qu'il ne peut rien y changer. Alors oui, peut-être tente-t-il un travail de fond souterrain en mode infiltration. Peut-être espère-t-il agir en douce, lentement pour grignoter le système de l'intérieur. Mais franchement, je n'achète pas cette fable. C'est une chimère. Pourquoi cette stratégie est vouée à l'échec? Parce qu'on est face à une hyper-centralisation pathologique du pouvoir. Un Tebboune omniprésent, omnipotent qui ne supporte ni dialogue ni partage. Chez lui, la méfiance est la règle. Il verrouille tous les autres centres de décision et refuse catégoriquement que quiconque puisse exister à ses côtés sur l'échiquier du pouvoir. Il veut être l'unique maître à bord, point. Le retour en grâce des services secrets algériens, on peut toujours rêver. Ce n'est clairement pas pour tout de suite, ni même pour après-demain. Certains observateurs, un brin trop enthousiastes, ont voulu établir un parallèle entre la récente nomination d'un bras droit pour épauler le général Hassan à la DGSI et un épisode remontant à 2020, celui du fameux duo Bouazza-Rachdi. Mais soyons sérieux, la comparaison ne tient pas la route une seconde. À l'époque, quand Abdani Rachdi avait été parachuté en tant qu'adjoint du général Wassim Bouazza, on sentait déjà que l'orage couvait. Le climat politique était complètement différent et il n'a pas fallu attendre longtemps, quelques jours après cette nomination. En avril 2020, Bouazza s'est fait purement et simplement éjecter et pas avec les honneurs limogés menottés direction la case prison. Pourquoi? Parce qu'il incarnait encore les vestiges d'un clan en décomposition, celui de Gaïd Salah. Un réseau en fin de règne et Bouazza en était l'un des derniers représentants. Rachdi, lui, n'a fait qu'arriver au bon moment pour tirer le rideau. Après la mort de Gaïd Salah, le pouvoir version Tebboune n'a pas tardé à se lancer dans une opération de nettoyage, en règle effacer les traces de l'ancien régime, atomiser les réseaux restants, et qui a servi de premier fusible dans cette purge bien huilée, le général Wassim Bouazza évidemment. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le cas du général Hassan lui est d'un tout autre registre. C'est Abdelmadjid Tebboune en personne qui l'a voulu, qui a donné son feu vert, convaincu que c'était l'homme de la situation. Hassan ne doit sa place à personne d'autre. Il n'est ni l'héritier d'un clan, ni le poulain d'une vieille garde survivante. Il n'a pas été parachuté par un quelconque pouvoir occulte nostalgique de l'ère pré-Tebboune. Bref, aucune ressemblance avec les figures issues de l'ancien système. Et pour ceux qui s'imaginent des jeux de coulisses entre les hommes de Hassan et les cercles influents de la présidence, il n'y a rien, absolument rien. D'ailleurs, il faudrait déjà qu'il ait un entourage. Mais ce n'est pas son genre. Hassan, c'est le genre solitaire, discret à l'extrême, presque monacal. Pas de clan, pas de cabinet d'ombre, pas de petits arrangements politiques. Lui, c'est le monde feutré des opérations spéciales, des manœuvres de sécurité. Mais les intrigues de palais, très peu pour lui. Comparer Hassan à Bouazza autant, comparer un sous-marin à un feu d'artifice, aucune commune mesure. Deux options semblent aujourd'hui se dessiner, deux trajectoires possibles. D'un côté, le général Hassan, affaibli par l'âge et la maladie, pourrait bien assurer encore quelque temps la continuité, puis prendre une retraite discrète. Le relais serait alors passé à son second, le général-major Mounir Z. Mais ce dernier, faut-il le rappeler, n'est ni un pur produit des services secrets, ni un vétéran de la maison. Quant à savoir s'il a les épaules assez solides pour durer, le mystère reste entier. Car l'histoire en Algérie nous a souvent montré que parachuter des profils extérieurs à l'univers feutré, du renseignement à la tête de ces structures, ça se termine rarement dans la douceur. On se souvient du cas Bouazza, on se rappelle de Rachdi, tous deux n'étaient pas nés dans les couloirs sombres de la boîte, et tous deux ont fini précipitamment remerciés. Dans ce microcosme très particulier des services algériens, il ne suffit pas de porter des galons. Il faut comprendre un code, adopter une culture, suivre des rites, une discipline et des logiques qui échappent totalement aux militaires venus d'ailleurs. Ici, c'est un monde à part et ceux qui tentent d'y entrer sans en être issus finissent bien souvent rejetés par le système lui-même. Nommer un général issu d'un autre pan de l'armée pour prendre la tête des services de renseignement, c'est comme vouloir faire pousser un cactus en Arctique, ça ne prendra pas. Le rejet est quasi garanti. Et puis, soyons francs, il ne faudrait pas s'étonner si dans les prochaines semaines, le général Hassan lui-même s'éclipse doucement officiellement, pour raison de santé,
ou simplement parce que le poids des années commence à se faire sentir. Ou peut-être même parce qu'il en a assez, marre de parler dans le vide, marre de voir ses recommandations ignorées, marre d'être un pion sans levier. J'ai tout tenté, mais personne n'écoute, pourrait-il finir par dire. D'un autre côté, certains murmurent qu'il pourrait être propulsé au poste de coordinateur des services, un rôle qui serait ressuscité dans l'idée de créer un troisième centre de décision à côté de Tebboune et Tchengria. Le duo au sommet aurait compris que les tempêtes qui s'annoncent exigent un nouveau cerveau sécuritaire pour accompagner l'État face aux urgences croissantes. Sauf que, honnêtement, je n'y crois pas une seconde. Quand on connaît l'ego hypertrophié de Tebboune, l'orgueil inouï